Bonjour à tous. J'ai récemment lu un livre intitulé Just Keep Buying et il m'a fait prendre conscience de 4 erreurs que j'ai commises avec mon argent au début de ma vie et qui m'ont fait me sentir misérable et pauvre pendant longtemps. Erreur 1. Comment avoir plus d'argent? Le plus gros mensonge en matière de finances personnelles. Laissez-moi vous poser une question. Lequel de ces deux hommes brûle le plus de calories en une seule journée? Je sais qu'il s'agit d'une vidéo sur les finances, mais tout aura bientôt un sens. Alors restez avec moi. L'homme de gauche est un membre de la tribu Hadza qui vit à Savannah, en Tanzanie. L'homme de droite vit dans une grande ville et passe la plupart de ses journées assis au bureau ou à la maison derrière un ordinateur. En revanche, un membre de la tribu Hadza est un chasseur-cueilleur, ce qui signifie qu'il doit se déplacer toute la journée simplement pour se nourrir et nourrir sa famille. Vous pensez probablement que celui de gauche brûle plus de calories, non? Eh bien, ce n'est pas vrai. Les deux brûlent en fait la même quantité de calories, même si l'un est très actif et l'autre pas. Je sais que c'est difficile à croire, mais une étude scientifique réalisée dans la tribu Hadza en 2012 le prouve. Pour comprendre pourquoi c'est le cas, vous devez d'abord comprendre comment votre corps utilise l'énergie. 70 à 90% de l'énergie est utilisée uniquement pour vous maintenir en vie. En d'autres termes, votre métabolisme et le processus de digestion des aliments sont les deux principaux consommateurs d'énergie. D'autre part, l'activité physique ne représente que 10 à 30% de la consommation d'énergie. C'est la raison pour laquelle vous avez du mal à perdre du poids, malgré le fait que vous allez à la salle de sport et que vous restez actif toute la journée. Maintenant, vous pourriez vous demander « Ok, si les deux hommes brûlent la même quantité de calories, alors comment se fait-il que les personnes vivant dans la tribu Hadza soient très minces et en super forme, alors que les personnes vivant dans la société civilisée qui sont assises derrière des ordinateurs sont en surpoids? La réponse est simple, ils ne mangent pas trop comme la plupart d'entre nous. Pendant des années, on nous a dit que pour perdre du poids, il fallait faire de l'exercice et suivre un régime. Cependant, les recherches menées dans la tribu Hadza prouvent que l'exercice physique n'est pas un outil de perte de poids. C'est un bon outil pour un mode de vie sain, comme le fait d'arrêter de fumer, mais ce n'est pas un outil de perte de poids. C'est votre régime alimentaire qui compte le plus. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela dans une vidéo financière? Eh bien, tout comme il existe 2 idées conventionnelles pour perdre du poids, exercice physique et régime, il existe également 2 idées conventionnelles pour économiser plus d'argent, réduire les coûts et augmenter les revenus. Nous venons d'apprendre que pour perdre du poids, l'activité physique ne joue qu'un rôle minime et qu'il faut donc se concentrer sur le 2e régime alimentaire. Et pour avoir plus d'argent, serait-il possible que l'un de ces 2 moyens soit moins efficace, mais sur lequel on nous a dit de nous concentrer? La réponse est oui. Réduire les coûts n'est pas la voie à suivre, mais il y a quand même des tonnes d'articles et de livres à ce sujet. J'ai moi-même lu et résumé certains de ces livres sur cette chaîne. Il y a 2 problèmes principaux avec la réduction des coûts. 1. La réduction des coûts a un faible impact, tout comme l'exercice physique a un impact sur la perte de poids. Après tout, il n'y a que peu de choses que vous pouvez réduire. Lorsque vous commencez à aller à la salle de sport, vous perdez quelques kilos assez rapidement, mais ensuite vous stagnez. Une chose similaire se produit avec la réduction des dépenses. 2. Cela ne fonctionne pas du tout pour les personnes à faible revenu. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'emprunter à la fin du mois pour couvrir leurs dépenses jusqu'à l'arrivée du salaire. Si vous gagnez 1 000 $ par mois mais que vos dépenses sont de 1 100 $, où pouvez-vous franchement réduire les coûts? Tout ceci ne signifie pas qu'il faille complètement ignorer la réduction des dépenses et ignorer les livres écrits à ce sujet. Non, réduisez les coûts là où vous le pouvez et surveillez régulièrement vos dépenses pour vous assurer que vous ne gaspillez pas d'argent dans des choses inutiles comme des abonnements oubliés. Mais utilisez votre énergie principale pour augmenter vos revenus. Bien sûr, augmenter vos revenus est beaucoup plus difficile que de réduire vos dépenses, mais c'est le moyen le plus efficace. Erreur numéro 2, l'épargne est pour les pauvres, l'investissement est pour les riches. L'auteur dit « Lorsque j'ai commencé à lire des livres financiers, j'ai remarqué qu'il y avait quelques conseils qui revenaient sans cesse, tels que garder vos frais bas, diversifier et investir à long terme. » Donc en tant que débutant, j'ai commencé à suivre ces conseils. Après tout, ils venaient d'investisseurs réputés tels que Warren Buffett. Ces conseils n'étaient pas incorrects, mais ils m'ont fait me concentrer sur les mauvaises choses. En tant qu'investisseur débutant, je n'avais que quelques milliers de dollars sur mon compte bancaire. Malgré le fait que j'avais très peu d'argent,
j'ai passé des centaines d'heures à analyser mes décisions d'investissement, à faire des calculs sur Excel et à réfléchir au type d'allocation d'actifs que je devais avoir. Devrais-je investir 80% dans des actions et 20% dans des obligations ou vice-versa? Devrais-je investir dans le Bitcoin et dans l'immobilier? Malgré la suranalyse de mes investissements, je n'ai jamais consacré de temps à l'analyse de mes revenus et de mes dépenses. Je sortais régulièrement dîner avec des collègues de travail et dépensais facilement $100 par soirée. Réfléchissez à quel point ce comportement était insensé. Avec seulement $1000 d'actifs investissables, même un rendement annuel de 10% ne m'aurait rapporté que $100 par an. Pourtant, je gaspillais régulièrement cette même somme pour une soirée au restaurant. En ne sortant tout simplement pas pour une soirée, j'aurais pu gagner la même somme d'argent que le rendement des investissements d'une année. Pouvez-vous voir comment mes priorités financières étaient chamboulées? Maintenant, comparez cela à quelqu'un qui possède 10 millions de dollars d'actifs investissables. Si son portefeuille subissait une baisse de 10%, il perdrait 1 million de dollars. Pensez-vous qu'elle pourrait économiser 1 million de dollars en un an? C'est très improbable, non? C'est pourquoi une personne disposant de 10 millions de dollars doit passer beaucoup plus de temps à réfléchir à ses choix d'investissement qu'une personne ne disposant que de 1000 dollars. Comme vous pouvez le voir dans cette comparaison, votre priorité dépend de votre situation financière actuelle. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent investi, vous devez vous concentrer sur l'épargne et l'augmentation de vos revenus. L'inverse est vrai si vous avez un portefeuille important. Pour faire simple, l'épargne est pour les pauvres, l'investissement est pour les riches. Voici une question que vous pourriez vous poser. Comment puis-je savoir si c'est le moment de me concentrer sur l'épargne ou l'investissement? Voici une méthode simple. Tout d'abord, déterminez le montant que vous pouvez épargner confortablement au cours de l'année à venir. Par exemple, si vous prévoyez d'épargner 1000 dollars par mois, votre épargne prévue pour l'année entière devrait être de 12 000 dollars. Ensuite, déterminez ce que vos investissements devraient vous rapporter l'année prochaine. Par exemple, si vous avez investi 10 000 dollars et que vous prévoyez un rendement de 10%, le rendement attendu de vos investissements est de 1000 dollars. Enfin, comparez ces deux chiffres et concentrez-vous sur ce qui est le plus élevé. Si votre épargne attendue est plus élevée, comme dans l'exemple que je viens de donner, alors vous devez vous concentrer davantage sur l'épargne et l'ajouter à vos investissements. En revanche, si c'est le contraire, vous devez passer plus de temps à réfléchir à la manière d'investir ce que vous avez déjà. Si les chiffres se situent dans une fourchette similaire, alors vous devriez vous concentrer sur les deux. La règle générale est qu'en vieillissant, vous devez vous concentrer sur vos investissements plutôt que sur votre épargne. En effet, plus vous serez âgé, plus vous aurez investi d'argent, ce qui signifie que le rendement de vos investissements sera supérieur à celui de votre épargne. L'épargne est très importante au début de la vie, mais plus tard dans la vie, les investissements dominent. Erreur numéro 3. Combien devez-vous épargner? Si vous commencez à chercher quel est le montant que vous devriez épargner, vous trouverez rapidement des conseils tels que épargnez 20% de vos revenus, 10% de vos revenus doivent être consacrés à l'épargne, ou vous devriez avoir épargné tel montant à tel âge et tel autre à tel âge. Ces conseils posent deux problèmes majeurs. Premièrement, ils supposent que les personnes de tous les niveaux de revenus ont la capacité d'épargner au même rythme, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, aux États-Unis, les personnes faisant partie des 20% de revenus les plus faibles n'épargnent que 1%, alors que les personnes faisant partie des 20% de revenus les plus élevés épargnent environ 24% de leurs revenus annuels. Le deuxième problème est qu'il suppose que le revenu est relativement stable dans le temps, ce qui n'est pas le cas. Par exemple, lorsque vous êtes célibataire, la stabilité de votre revenu dépend principalement de vous. Mais une fois que vous vous mariez, ce n'est plus une seule personne, vous, qui doit s'inquiéter de perdre un emploi, mais deux personnes. Le revenu devient donc plus instable lorsque vous passez d'un ménage à un seul revenu à un ménage à deux personnes. En outre, vos revenus et vos dépenses fluctuent à différentes étapes de votre vie, c'est pourquoi il est très difficile de s'en tenir à un seul montant statique tel que 20%. Par exemple, lorsque j'étudiais à l'université, je travaillais également dans une entreprise. Comme j'étais étudiante, je pouvais loger dans un dortoir, dans une chambre partagée et manger à la cafétéria de l'université à un prix assez bas. Je pouvais donc facilement économiser 50% de mes revenus. Mais une fois mariée et installée dans un appartement, je ne pouvais économiser que 3% au maximum. Je me suis sentie mal à l'aise parce que je ne pouvais pas épargner autant qu'avant, et c'est l'un des plus gros problèmes que pose le fait de s'en tenir à un taux d'épargne fixe. Si la vie est dynamique, pourquoi le taux d'épargne devrait-il être statique?
C'est pourquoi le meilleur conseil d'épargne est d'épargner ce que vous pouvez. Si vous êtes célibataire et pouvez épargner 40%, alors épargnez 40%. Si vous êtes marié et avez des enfants et ne pouvez épargner que 2%, alors épargnez 2%. Si vous suivez ce conseil, vous serez beaucoup moins stressé et beaucoup plus heureux. En général, l'argent est un sujet stressant pour de nombreuses personnes et l'un des facteurs de stress financier les plus courants est de savoir si j'épargne suffisamment ou non. La leçon numéro 3 est donc d'épargner ce que l'on peut. Et si vous voulez savoir combien vous devriez épargner à un moment précis de votre vie, il vous suffit de déduire le total des dépenses du total des revenus et ce qui reste est votre épargne. 4. Comment dépenser de l'argent de la bonne façon? Il y a deux extrêmes lorsqu'il s'agit de dépenser de l'argent. Un groupe de personnes dépense sans culpabilité et ne regarde jamais l'étiquette du prix. Un autre groupe, en revanche, se sent coupable et anxieux à propos de presque tous les achats qu'il fait. Ils essaient d'utiliser tous les trucs et astuces pour réduire les coûts sur tout ce qu'ils achètent. Aucun de ces extrêmes n'est bon. Malheureusement, aujourd'hui, de nombreux conseillers financiers favorisent le deuxième groupe et vous obligent à remettre en question tout ce que vous achetez. Ils vous font sentir coupable de tout ce que vous achetez. Vous achetez un café au lait et vous le regrettez. Vous commencez donc à douter de tout ce que vous achetez et cela crée de l'anxiété autour des dépenses. Ce n'est pas une façon de vivre sa vie. Oui, l'argent est important, mais il ne doit pas vous alarmer chaque fois que vous voyez une étiquette de prix. L'auteur propose 2 conseils qui vous permettront de dépenser sans vous sentir coupable. Le premier conseil est la règle du 2 fois. Selon cette règle, chaque fois que vous voulez faire des folies, vous devez prendre la même somme d'argent et l'investir également. Selon l'auteur, cette règle fonctionne parce qu'elle élimine la culpabilité psychologique associée aux achats, puisque vous faites également un investissement de taille égale. Cette règle vous aide également à réévaluer l'achat, car vous allez économiser le double du montant, la moitié pour l'achat lui-même et l'autre moitié pour l'investissement. Le deuxième conseil consiste à dépenser de l'argent pour les choses qui maximisent votre épanouissement à long terme. La partie la plus difficile est bien sûr de déterminer ce que vous voulez vraiment dans la vie et ce qui vous permet de vous épanouir. Par exemple, si acheter des cafés au lait tous les jours augmente votre productivité et vous fait vous sentir bien, alors selon l'auteur, vous devriez le faire. Personnellement, ces jours-ci, j'achète du café presque tous les jours chez Starbucks. J'avais l'habitude de me sentir très coupable de dépenser 5 $ pour un café, surtout après avoir lu des livres tels que Latte Effect et Automatique Millionnaire. Pendant un moment, j'ai même arrêté d'aller chez Starbucks, mais j'ai vite compris que c'était une erreur. Tout d'abord, je me laisse beaucoup distraire si je travaille à la maison. Je suis plus productive si je travaille depuis Starbucks. Starbucks me dispense également de louer un bureau, car chaque fois que j'achète un café, j'y travaille pendant au moins 4 heures. Donc pour moi, acheter du café chez Starbucks m'aide à être productive et augmente mon épanouissement. Pour vous, il peut s'agir d'autre chose dont vous pouvez facilement justifier le coût. Bien sûr, nous pouvons tous utiliser de fausses justifications pour convaincre les autres, mais nous ne pouvons pas nous mentir à nous-mêmes. Au fond de vous-même, vous saurez quand le coût n'est pas justifié. Cela peut sembler cliché, mais la meilleure méthode de dépense est celle qui vous convient personnellement. Vous devez prendre le temps d'analyser vos dépenses pour savoir lesquelles augmentent votre bonheur et lesquelles ne le font pas. Les recherches montrent que les dépenses suivantes sont les plus susceptibles d'accroître votre bonheur général. Acheter des expériences, se faire plaisir, à l'occasion, acheter du temps supplémentaire, payer d'avance, par exemple pour des vacances tout compris, dépenser pour les autres, etc. Un dernier conseil sur les dépenses, très similaire à celui dont nous venons de parler, provient de l'un de mes auteurs préférés, Ramit Sethi. Son conseil est le suivant. Dépensez de manière extravagante pour les choses que vous aimez et réduisez impitoyablement les coûts pour les choses que vous n'aimez pas. Pour moi, personnellement, c'est le meilleur conseil en matière de dépenses que j'ai jamais reçu et que j'utilise encore aujourd'hui. Bon, pour résumer rapidement tout ce dont nous venons de parler dans cette vidéo. 1. Si vous voulez avoir plus d'argent, concentrez-vous sur le fait de gagner plus plutôt que de réduire les coûts. Les deux sont des moyens valables d'avoir plus d'argent, mais augmenter vos gains est beaucoup plus efficace. 2. Si vous avez peu d'argent à investir, il est préférable de vous concentrer sur l'épargne et l'augmentation de vos revenus plutôt que de suranalyser vos investissements et de courir après les opportunités qui vous donnent un rendement supérieur de quelques pourcents. 3. La vie est dynamique et le taux d'épargne devrait l'être aussi. Si vous pouvez épargner davantage, vous devez le faire. Sinon, vous ne devez pas le faire. Ne restez pas coincé avec des taux d'épargne fixes comme 10% ou 20%. 4.
La meilleure méthode de dépense est celle qui vous convient. Déterminez ce qui vous rend heureux et dépensez davantage pour cela, et réduisez les coûts pour les autres choses qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, je pense que vous aimerez également la vidéo que vous voyez sur votre écran. Il s'agit de 3 erreurs courantes que la plupart des gens commettent lorsqu'ils épargnent, dépensent et investissent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Excellente journée à vous, à bientôt.